Salut mes aficionados, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Max Brief, votre débrief préféré qui analyse, décortique, décrypte l'actualité du football, les grands championnats, les grandes compétitions, le football africain, mais aussi des sujets de société et de gouvernance qui tournent autour du football. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Mes aficionados, c'est l'heure du bilan. J'avais fait une chronique avant le début de la compétition sur la participation des Lions Indomptables à la 22e édition de cette Coupe du Monde, que j'avais intitulée « Condamné au miracle ». Alors j'ai laissé quelques jours pour que tout le monde reprenne ses esprits, qu'on se débarrasse un peu de toutes nos émotions, mais il faut bien faire les comptes et l'heure des comptes a sonné. Alors c'est le Max Brief de la participation du Cameroun à la 22e Coupe du Monde. Le monde entier s'est épanché sur les déclarations de Samuel Eto'o avant la compétition, affirmant que le Cameroun pouvait gagner la Coupe du Monde et que c'était donc l'objectif affiché de cette participation. Alors, moi, ce qui m'a finalement plus étonné, c'est de voir une majorité de supporters adhérer au réalisme de cet objectif et finalement de ne pas s'en offusquer plus que ça. Et ça me permet de rappeler ce que j'ai dit dans la chronique que j'ai fait avant la compétition. Il faut comprendre le contexte spécial qui est au Cameroun avant chaque compétition de ce type. Sinon, vous allez comprendre les déclarations ou les réactions des supporters de travers. Et j'avais rappelé que parce que le Cameroun a un passé glorieux et parce qu'il y a une mentalité spéciale dans ce pays, alors si vous comprenez ça, vous pouvez comprendre la réaction des supporters. Mais la vérité, c'est que une minorité de personnes qui avaient, avant la compétition, une mesure de la valeur réelle de cette équipe, du niveau réel des joueurs, mais surtout du niveau de performance qu'il faut justement pour exister en Coupe du Monde. Je pense que ces personnes-là ont quand même considéré ces déclarations comme très farfelues. Et après, ce que Samuel Eto'o a dit, ça a pour moi l'avantage d'avoir ouvert un débat et peut-être d'avoir décomplexé un certain nombre de personnes sur la possibilité de discuter de cette possibilité, que ce soit pour le Cameroun comme pour une équipe africaine. Maintenant, le problème de ça, c'est que en le disant, il a fixé le baromètre d'évaluation de la participation du Cameroun. Et donc, à la fin, forcément, on est obligé de juger le résultat par rapport à cet objectif qui était fixé. Alors, sur les sélectionnés, vraiment pour moi, il ne faut pas refaire l'histoire. Le Cameroun a emmené au Qatar à 90% minimum les joueurs possibles pour cette équipe par rapport à l'offre de joueurs professionnels d'un certain niveau que le Cameroun a aujourd'hui. À quelques absences près, mais qu'on peut aussi très vite balayer. Alors, pour moi, le Kanga 2, je ne l'avais pas évoqué à la chronique avant compétition. Il est clair que sportivement, ce joueur devait être dans cette équipe parce que c'est le défenseur avant la compétition qui était le plus expérimenté, qui avait enchaîné le plus de matchs dans ce type de compétition, même s'il n'avait pas joué de Coupe du Monde. Donc, je pars toujours du principe qu'il y a forcément eu un élément non sportif qui justifie cette non-sélection. Après, quand vous prenez les autres, Joël Onana, allez, j'entends beaucoup dire que c'est un titulaire indiscutable à Lens. C'est pas aussi vrai que ça, vous pouvez le vérifier. Bon, c'est un joueur de bon niveau. Allez, Jérôme Monguené, Baokeng, et vous pouvez en citer quelques autres, Ganago. Je vais simplement dire que même en intégrant ces joueurs-là à la place d'autres qui étaient là, pour moi, ça n'aurait pas changé drastiquement le niveau intrinsèque de cette équipe. Donc pour moi, voilà, à part peut-être Gadeux et un autre, le Cameroun avait la sélection qu'il pouvait avoir par rapport à l'offre de joueurs qu'il a aujourd'hui, tout simplement. Et puis, vous connaissez toujours l'histoire des non-sélectionnés. C'est que c'est toujours bien plus facile à la fin de la compétition d'expliquer que ceux qui n'étaient pas là, s'ils étaient là, ils auraient mieux fait. Et ça, c'est toujours un débat sans fin.
Sur la préparation du tournoi, pour moi, il y a eu 3 points clairement positifs. La logistique, la programmation et la préparation de l'arrivée et même l'arrivée au Qatar. Pour ceux qui connaissent l'histoire des Lions Indomptables, ça peut paraître extraordinaire. C'est normal dans un pays normal. Mais dans le cas du Cameroun, il faut juste dire que le fait de ne pas avoir eu de problème logistique particulier, le fait d'avoir une programmation avant cette compétition, que ce soit les matchs amicaux, le fait d'avoir un match amical programmé à tel endroit, que le groupe y soit, qu'il joue son match, qu'il reparte, le fait de ne pas avoir eu de problème de prime, je peux développer dessus pendant des jours. C'est toute une histoire au Cameroun. Le fait de ne pas avoir eu ce sujet et le fait aussi, lui, d'être arrivé au Qatar dans des conditions normales. Là aussi, l'historique est désastreux pour le Cameroun sur ces sujets. Rien que sur ces points, oui, il y a une bonne préparation. Le choix des équipes pour les matchs de préparation, pour moi, ce n'est pas tant un sujet que ça. Il faut vraiment considérer que le calendrier de cette Coupe du Monde est très particulier. En pleine saison, les équipes ont eu à peine quelques jours entre les derniers matchs des joueurs et le début de la compétition. Donc, ça a été très compliqué de programmer des matchs de préparation un peu plus structurés. Donc, moi, sur ce point, c'est un non-sujet. Par contre, pour moi, j'ai un point qui prouve finalement la faiblesse de cette préparation. C'est que je trouve que le staff n'a pas maîtrisé la préparation de son effectif. Quand on sait qu'on va en Coupe du Monde, 5-6 mois avant, on commence déjà à préparer son effectif. Ça veut dire qu'on travaille sur un effectif suffisamment large de joueurs qui peuvent potentiellement intégrer le groupe. Et je prends 2 cas qui prouvent pour moi qu'il n'y a pas eu cette maîtrise dans la préparation de l'objectif. Quand vous regardez Christopher Wu et Ebossé, dont on se rend compte finalement à la fin du premier tour que c'est 2 joueurs qui avaient un fort potentiel. Christopher Wu, avant le début de la Coupe du Monde, il n'a joué que 14 minutes contre le Panama. Sur les doubles confrontations contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud, il est dans le groupe, mais il ne joue pas. Ebossé, il a joué un match, je crois, contre l'Ouzbékistan et il a joué une mi-temps, je crois, contre le Panama. Mais tout ça pour dire que c'est insuffisant, c'était insuffisant pour mesurer justement la valeur et l'apport de ces joueurs et se retrouver avec eux comme des titulaires dès le premier match. Je ne peux pas en vouloir au staff qui titularise un Koulou parce que forcément, il avait plus de certitude par rapport au passé du joueur. Mais c'est la faute du staff qui n'a pas su, à mon avis, organiser assez tôt la rotation des joueurs qui pouvaient rentrer de façon conséquente dans l'effectif et se retrouver à vraiment identifier quels sont ceux qui auraient le meilleur apport. Donc pour moi, le staff n'a pas maîtrisé cette préparation de l'effectif dans la gestion. Alors des quelques matchs aussi, il n'y en a eu que 5 entre la qualification à Blida et le premier match de Coupe du Monde. Il n'y a eu que 5 matchs pour faire du turnover. Donc c'est quand même un point qui aurait pu pour moi être mieux géré malgré le faible nombre de matchs possibles avant le début de la compétition. Clairement, la défaite contre la Suisse est fatale. J'ai fait un max brief assez complet dessus. Tout ce que je peux dire au moment de faire le bilan, c'est que pour moi, contre la Suisse, il y a eu une faute professionnelle du Cameroun en deuxième mi-temps. Vous ne pouvez pas, sur un premier match de Coupe du Monde, quand vous avez mesuré l'enjeu, quand vous savez que la seule fois où le Cameroun a passé le premier tour, c'est lorsqu'il a gagné son premier match contre l'Argentine en 90. Sur les 7 autres Coupes du Monde, le Cameroun n'est pas passé au second tour. Il n'a jamais gagné son premier match. Donc, le premier match est crucial. Et vous ne pouvez pas, pendant 45 minutes, avoir autant de manque de réaction. Donc, pour moi, il y a eu un défaut profond, mentalement. À la mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à ces joueurs? Qu'est-ce qui n'a pas été fait pour qu'il y ait cette deuxième mi-temps? Parce que c'est un match sur lequel le Cameroun aurait dû se dire il faut à tout prix ne pas perdre et au pire prendre un point. Donc, pour moi, ce Cameroun se résume à cette deuxième mi-temps qui n'ont pas joué. Et pour moi, ça a été une grosse faute professionnelle. Sur le Onana Gate, alors, il y a 5000 et il y aura toujours 5000 versions différentes.
Moi, je pars d'un principe qui est simple et je me dis que si le staff de cette équipe, le coach Rigobert Song, se sont privés d'un joueur titulaire qu'ils alignent systématiquement depuis le début de leur prise de fonction, pour moi, ça veut clairement dire qu'il y a eu un dérapage du joueur. Maintenant, est-ce qu'il fallait à tout prix conserver le joueur parce qu'il y avait des enjeux sportifs? Là aussi, mon point est clair, mon avis est clair, c'est que si ce staff est cohérent avec l'idée de dire que nous construisons sur la durée, alors à ce moment-là, il fallait prendre cette décision de l'écarter parce que le message qui est donc envoyé, c'est un message de discipline et c'est un message de rigueur. Aussi simple que ça. S'ils sont cohérents de dire, voilà les principes maintenant que nous voulons dans l'équipe sur la durée, alors ils ont été cohérents avec cette approche. Aussi simplement que ça pour moi. Le match contre la Serbie a permis au Cameroun de rester en sursis. Parce que s'il le perdait, les Lions indomptables étaient éliminés. Mais pour moi, il y a une lumière dans ce match, Vincent Aboubakar. Par contre, c'est le match qui, pour moi, a révélé les limites des Lions, notamment sur le plan de la discipline tactique. Pour moi, c'est le pire des 3 matchs des Lions. On a vu à quel point, collectivement, cette équipe avait des lacunes dans des fondamentaux tactiques, de placement, de déplacement, de mouvement du bloc, ainsi de suite. Pour moi, ce match a vraiment été révélateur du niveau réel de cette équipe sur un match comme ça. Et l'autre point positif après Aboubakar, c'est simplement la réaction mentale des Lions, de ne pas s'être totalement écroulés au moment où ils étaient menés 3-1. Le fameux match contre le Brésil. Alors, moi, je dis une chose toute simple. La vraie question, ce n'est pas est-ce que le Cameroun a joué contre l'équipe B du Brésil. La vraie question, c'est quel était le niveau de l'équipe qui était en face du Cameroun. Et je pose la question dans un autre sens. Citez-moi 2 ou 3 équipes dans cette Coupe du Monde qui peuvent, sur le papier, aligner un 11 entrant du niveau de celui qui était en face du Cameroun sur ce match contre le Brésil. Et ça va vous montrer que le Cameroun avait en face de lui une équipe de très très haut niveau mondial, tout simplement. Et donc, sur ce fait, pour moi, ça n'altère en rien la victoire des Lions indomptables et tout au contraire, c'est une vraie performance de leur part par rapport au niveau de l'équipe qu'ils avaient en face. Je ne vais pas me refaire à faire la liste des joueurs, les clubs dans lesquels ils jouent, le niveau, voilà, à chacun de faire l'exercice, mais pour moi, c'est une évidence. Une deuxième chose sur ce match pour moi, c'est que la performance des Passy a été donc le symbole aussi de ce qui s'est passé avant avec l'incident Onana. C'est que voir donc le deuxième gardien que personne n'imaginait à ce niveau sur un tel match sortir une telle performance, pour moi, d'une certaine façon, ça donne aussi du crédit à la décision qui a été prise par le staff et notamment le coach, de se dire que comment dire, on construit aussi un groupe en envoyant le message que même quand on fait partir des meilleurs, il y a des principes qui ne doivent pas être violés. Et quand il y a des sanctions difficiles qui sont prises, le groupe va toujours résister à ça parce qu'on a toujours une solution derrière qui peut venir aussi se mettre au service de l'équipe. Et pour moi, dans la performance des Passy, il y a ce symbole. Maintenant, le troisième point pour moi sur ce fameux match, c'est que il y a beaucoup de débats sur la réaction des Lions indomptables et même du public, le fait d'avoir jubilé et célébré la victoire de ce match. Moi, je pense que ça prouve finalement une seule chose, c'est que les joueurs comme les supporters, à ce moment-là, avaient la réalité de la valeur de cette équipe. Et ils se sont peut-être rendus compte à ce moment-là que cette équipe n'aurait peut-être pas pu donner plus que ces 4 points et notamment cette victoire contre le Brésil. Parce que je pense que si, intrinsèquement, les joueurs comme les supporters avaient vraiment la lucidité de se dire qu'on a vraiment une équipe très compétitive pour faire un bon parcours en Coupe du Monde, alors il n'y aurait pas eu cette joie. Voilà, je pense que cette joie était libératrice du fait que les gens étaient conscients de la difficulté et des limites de cette équipe. Et donc, ils se sont dit, non même pas ils se sont dit, ils ont simplement naturellement profité de cette victoire qui permettait donc de sortir de la compétition le cœur un peu apaisé.
Sur la performance de Rigobert Song, je pense que c'est indispensable de remettre le sujet dans un contexte. Rigobert Song arrive en Coupe du Monde avec 8 matchs en tant que sélectionneur dans sa besace. Il n'a jamais coaché dans une compétition majeure, même pas une CAN. Donc je pense que déjà de ce fait, il fallait anticiper un certain nombre de limites de la part de ce coach. On peut simplement se dire que la fédération a fait un choix sur l'avenir de mettre un coach aussi inexpérimenté à quelques mois d'une telle compétition. Donc, pour moi, déjà, ça fait qu'il ne doit pas y avoir un grand effet de surprise. Maintenant, il y a eu pour moi un léger point positif, c'est qu'on a l'impression qu'il s'est ajusté au fil des 3 matchs, notamment sur les remplacements, sur la composition, même si, bon, la composition du dernier match a plutôt été contrainte sur certains points, puisqu'il y avait un certain nombre de joueurs blessés. Et pour moi, il y a quand même un point négatif, parce que c'est un coach que j'attendais sur son impact mental. Et quand on regarde notamment l'équipe qui revient en deuxième mi-temps contre la Suisse, pour moi, comme j'ai dit, il y a une faute professionnelle. Et ça prouve aussi pour moi qu'il y a eu une lacune de la part de ce coach et du staff sur la capacité à garder ces joueurs dans l'état d'esprit qu'il fallait pour rester dans cette deuxième mi-temps avec l'intensité et le mental nécessaire. Alors, à mon avis, dans le monde réel, celui où on a la justesse et le réalisme de la valeur de cette équipe, de ses possibilités à l'abord de cette compétition, c'est un échec encourageant, tout simplement. Parce que c'est une équipe qui aurait difficilement pu mieux faire quand on regarde les choses en profondeur. Et je peux vous inviter à aller revoir la chronique que j'ai justement faite avant la compétition. Donc, dans ce sens, c'est un échec encourageant sur lequel on peut construire quelque chose pour la suite. Maintenant, c'est sûr que dans le monde des déclarations farfelues, c'est un fiasco. Parce que, comme j'ai dit au début, le fait d'avoir déclaré que le Cameroun peut gagner la Coupe du Monde et que c'était l'objectif, forcément, avec ce résultat, il faut que les personnes qui ont porté justement cet objectif-là souffrent d'entendre que c'est un fiasco total. Et maintenant, moi, c'est ça qui m'intéresse, finalement. Moi, j'ai 3 mots pour exprimer, pour moi, qu'est-ce qui devrait se passer maintenant. Cohérence, conviction et projet d'ensemble. Pourquoi cohérence? C'est en rapport, par exemple, avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur Rigobert Song. Si un exécutif arrive, comme ça s'est passé il y a maintenant 1 an, et commence à déployer une vision sur l'avenir, ça veut donc aussi dire qu'il faut que l'ensemble des choix soient cohérents avec une vision d'avenir et donc une vision de long terme. Conséquence concrète pour moi, déjà, il faut continuer avec l'équipe actuelle. Donc, si on prend la sélection, il faut continuer avec elle si le projet est cohérent. Parce que si aujourd'hui, il y a donc un changement de ce staff, la première chose que moi je vais penser, c'est de dire qu'il n'y a pas de cohérence. Vous avez annoncé une vision d'ensemble et de long terme et quelques mois après, vous changez déjà de staff. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mauvais résultat en Coupe du Monde, ce n'est pas cohérent. Ensuite, la conviction. La conviction, pour moi, c'est donc la capacité qu'aura donc l'exécutif de la fédération à rester donc aligné sur la vision de départ. Parce que si cet exécutif commence donc à céder aux pressions, à l'opinion et ainsi de suite, pour moi, ce sera donc une autre preuve qu'il n'y avait pas de conviction dans le projet qui a été vendu et le projet qui a été annoncé. Donc, la cohérence, la conviction pour pouvoir continuer sur la lancée qui a été déclenchée depuis l'arrivée de cet exécutif. Et le projet d'ensemble, pour moi, c'est là que tout se joue. Le projet d'ensemble, c'est de se souvenir que la construction du football camerounais ne repose pas uniquement sur l'équipe nationale des Lions Indomptables. Parce que le penser ou agir ainsi, c'est justement faire ce que les autres exécutifs ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé les Lions Indomptables comme un trompe-l'œil. Gérer le football camerounais se résumait à gérer les Lions Indomptables. Et donc, quand les Lions Indomptables gagnent,
on estime que le football camerounais va bien. Et quand les Lions indomptables font des performances moyennes ou mauvaises, on estime que le football camerounais ne va pas bien. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Le Cameroun a gagné 5 fois la Coupe d'Afrique des Nations. Il a gagné les Jeux Olympiques. Il a eu notamment un parcours historique en Coupe du Monde. Est-ce que ça a résolu les problèmes structurels du football camerounais? Non. Ça prouve que ce ne sont pas forcément des victoires en grande compétition qui vont résoudre les vrais problèmes du football camerounais. Les problèmes de formation, la qualité, la viabilité du championnat national, la situation des joueurs, le football jeune, le football féminin, les infrastructures, et je peux continuer la liste. Il y a un projet d'ensemble qui a été vendu par cet exécutif, et peut-être par d'autres avant, mais qui n'a jamais été réalisé. Donc, pour moi, il faut considérer que les vrais sujets ne sont peut-être pas les sujets des Lions indomptables. Les Lions indomptables, c'est le résultat de la réussite de tout ce qui est justement fait dans le projet d'ensemble. Et moi, si vous me demandez de choisir entre une excellente participation en Coupe du Monde ou de continuer de gagner des CAN et de se retrouver dans 3, 4, 5 ans avec des championnats nationaux à tous les niveaux, professionnels, les ligues amateurs, où on a des footballeurs, des footballeuses qui vivent de leur métier, qui le pratiquent dans des conditions respectables, où on a résolu des problèmes comme les problèmes d'âge, de traçabilité des joueurs, où on a résolu les problèmes d'infrastructure, où on a éliminé complètement tous les systèmes de mafia, de corruption qu'il y a autour du football camerounais. Et vous pouvez continuer la liste. Écoutez, je choisis clairement la deuxième option. Parce que ça a un vrai impact social, économique et local. Les victoires des Lions ne solutionnent pas forcément toutes ces questions. Donc, le projet d'ensemble pour moi, c'est là-dessus que je juge cet exécutif. Et s'il réussit ça, il y aura forcément des répercussions sur les résultats de l'équipe nationale. Parce que je vous demande de me citer donc un pays qui a réussi cette structuration sur l'ensemble des axes fondamentaux qui font marcher le football d'un pays et qui, par ricochet, ne s'est pas retrouvé avec des résultats au niveau de l'équipe nationale. La Coupe du Monde, 8 participations, une seule fois au deuxième tour et notamment en quart de finale. Il faut choisir entre avoir ce type de résultats tous les 30-40 ans avec un football qui est toujours déstructuré, ou alors finalement avoir un vrai football qui est structuré, prendre le temps de le faire et à un moment donné donc arriver systématiquement à sortir le premier tour, à faire un huitième de finale, un quart de finale et ainsi de suite. Pour moi, le vrai enjeu est là. Donc, et maintenant pour moi c'est ça. Cohérence, conviction, projet d'ensemble. Tous les autres débats autour des vrais enjeux du football camerounais, toutes les récupérations politiques, tous les débats de société qu'on veut ramener dans le football, pour moi, c'est de la pollution et vraiment, c'est des débats de personnes, des débats de quartier. Les personnes aujourd'hui qui estiment qu'il faut déjà remettre en question cet exécutif, j'ai envie de leur poser une question. Comment vous pouvez, presque moins d'un an après, demander une remise en question ou, comment dire, l'éviction d'un exécutif qui, en un an, est déjà sur le chemin de ce que la quasi-totalité des exécutifs avant lui n'ont même pas fait pendant 4, 5, 6 ans. Quelle est la logique d'un tel raisonnement? Si ce ne sont pas des considérations personnelles ou d'autres types de sujets. Donc, cohérence, conviction, projet d'ensemble. Et je finis par un point. Je vois aussi beaucoup de récupération politique et de sujets de société autour du football. Il faut qu'on arrête d'expliquer aux gens que parce qu'on parle moins du football, on va résoudre l'ensemble des problèmes d'un pays. Quand vous êtes dans un pays et que l'éducation ne va pas bien, vous ne résolvez pas les problèmes de l'éducation en disant au ministère du Tourisme d'arrêter son activité parce que pour l'instant, il faut résoudre l'éducation. Et c'est la même chose avec le football.
Ne demandez pas au football d'arrêter de travailler dans son périmètre. Ne demandez pas aux gens d'arrêter de s'intéresser au football parce qu'il y a d'autres problèmes. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Que dans les autres domaines, les exécutifs qui en ont la charge prennent leurs responsabilités. Tout simplement. Ce n'est pas au football d'aller résoudre ces problèmes. Le football doit être jugé dans les objectifs et les challenges qu'il a et que les autres domaines soient jugés dans leur périmètre. Il faut arrêter les récupérations et les mélanges de tout genre et de mettre sur le football la responsabilité de tous les problèmes d'une société. C'est ridicule. Mes chers aficionados, j'espère que vous avez apprécié ce Max Brief et surtout, merci de l'avoir regardé. Je suis curieux d'avoir aussi vos avis. Alors n'hésitez pas à les partager en commentaire et poursuivons ensemble ce débat passionnant sur l'ensemble des sujets que j'ai évoqués. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner aux pages Maxime en parle sur Facebook et sur YouTube. Alors à très vite pour un nouveau numéro du Max Brief. Ciao!